Great. Du coup, déjà, tout d'abord, merci aux équipes de Programmer pour nous avoir invités pour cette 21e édition de la DevCon. Je me présente, je m'appelle Adrien Lebray, je suis Solution Architect dans les équipes d'AWS France et je suis accompagné de Frédéric Vistico. Bonjour à tous. Solution Architect Manager. Donc, il y a un an, si on m'avait dit que j'allais pouvoir avoir la possibilité de créer et surtout d'imaginer mon premier assistant personnel avec de l'IA générative en moins de 40 minutes, ou 42 minutes, l'idée, ce serait de pouvoir essayer de... C'était impossible de l'imaginer. Là maintenant, grâce à Amazon Bedrock, qui est notre service pour pouvoir utiliser des foundation models, eh bien, on va pouvoir le faire super rapidement, simplement et facilement. Et le tout, on a Frédéric qui est fan de Flutter, donc il ne pouvait pas s'empêcher de pouvoir faire une application mobile pour cette démonstration. Alors, je ne sais pas si ça marche bien. Pour un petit agenda, comme vous allez avoir énormément de sessions techniques après, l'idée étant de pouvoir faire des petits reminders, des petites descriptions de vocabulaire technique que vous allez entendre tout au long de la journée. Ensuite, l'idée, c'est de pouvoir justement développer ensemble votre premier assistant personnel, votre premier prototype. Vous montrer à quel point c'est simple, rapide et facile. Et enfin, étant architecte de solutions, ça aurait été dommage de ne pas vous montrer une architecture cible de mise en production chez certains de nos clients. Alors, tout d'abord, un petit peu de vocabulaire. L'idée, déjà, IA générative, on en entend parler depuis beaucoup plus d'1 an maintenant. L'idée, c'est que l'IA générative, c'est une nouvelle technologie qui permet de vous aider sur plusieurs choses, à générer du texte, des images, des vidéos et aussi même de la musique. L'idée, c'est que c'est alimenté par de très grands modèles, de large language models. Et en fait, ce que j'ai envie de vous montrer aussi, c'est que l'IA générative est là aussi pour vous aider, vous accompagner, que ce soit dans la génération du code ou pour écrire vos mails. Tout ça est basé sur des LLM. Les LLM pour Large Language Model. Je n'ai pas forcément envie de traduire, mais l'idée, c'est des très grands modèles de deep learning qui sont entraînés sur des énormes quantités de données. C'est comme si on lui avait ingéré, peut-être pas tout l'Internet, mais pouvoir ingérer comme si on avait ingéré par exemple tout Wikipédia par exemple. Et l'idée, c'est qu'avec AWS, donc Amazon Web Services, on a mis en place des services qui vous permettent d'utiliser facilement et rapidement des foundational models. Donc en fait, des foundational models, des modèles de fondation, ça vous permet d'utiliser, ça vous permet par exemple de faire des tâches assez précises. Il y a des foundational models qui permettent de seulement générer des images, des foundational models qui permettent de seulement générer du texte ou faire des résumés. Et en fait, avec Amazon Bedrock, donc le service que l'on va utiliser durant les prochaines minutes, vous allez pouvoir l'utiliser en CDK ou par appel API. D'ailleurs, je suis devant, je ne sais pas si vous voyez toutes les slides, mais là où je veux en venir, c'est que grâce à ce service, vous allez pouvoir créer votre premier modèle, votre premier assistant avec de l'IA générative. Enfin, pour pouvoir appeler ce modèle, on utilise des prompts. Donc en fait, des prompts, c'est du texte, comme vous pouvez vous envoyer par message. Et l'idée, c'est que c'est tout simplement l'input, c'est l'entrée de l'utilisateur au sein de ce modèle pour appeler ce modèle. Et ensuite, donc vous lui faites une demande, par exemple, génère-moi un article, le prochain article de Programmer. Eh bien, basé sur l'IA générative, ça c'est une entrée en langage naturel. Après, le problème, c'est qu'on peut aussi lui demander plusieurs choses, mais il y a différentes façons de faire du prompt. Et ça devient de plus en plus complexe. On avait créé ces slides il n'y a pas plus tard qu'en octobre 2023 avec Frédéric. Et entre octobre 2023 et mars 2024, la façon de voir le prompt ou faire du prompt engineering a tellement évolué que ça n'arrête pas de changer. Mais l'objectif de ces sessions, c'est de revenir un petit peu aux bases. Il y a différentes façons de faire du prompt. Il y a la notion de zero shot, donc on lui demande d'effectuer une action directement, ou il y a le few shot, dans le sens où on lui donne, par exemple, si on a des commentaires sur un produit Amazon et qu'on lui dit voici un commentaire d'un produit, il est positif, le deuxième est négatif, le troisième est neutre, en lui donnant 3 exemples précis, il va pouvoir
déduire que le quatrième est positif, neutre ou négatif. Et il sait l'output, donc la sortie qu'il souhaite faire. Le problème, c'est que nous, on parle avec des lettres, avec des mots, et le foundational model ne comprend pas forcément tout ça. On parle alors de token. L'idée étant de transformer nos mots, nos phrases, en des chiffres qui sont compréhensibles par le modèle. L'ordre de grandeur, c'est que 70 000 mots, si je ne me trompe pas, représentent 100 000 tokens. Il faut prendre ça en considération quand on fait de l'IA générative, parce qu'on doit pouvoir étudier tout ce qu'on appelle la context window. La context window, c'est un nombre de tokens. C'est un nombre de tokens qu'un modèle LLM peut ingérer. Et l'idée, c'est que il faut prendre en compte tous ces paramètres pour la simple et bonne raison que si vous voulez lui demander d'ingérer un livre, par exemple un livre de 217 pages, je serai précis, ça représenterait à peu près 72 000 tokens. Il faut prendre tout ça en considération parce que si vous lui demandez de résumer ce livre, mais que malheureusement la context window est bien inférieure à 72 000, il va avoir du mal, il ne va pas pouvoir. Il y a des entreprises qui ont créé des modèles, des foundational models, et qui sont disponibles sur AWS, comme j'ai pu vous le dire précédemment. Notamment, l'un d'entre eux, c'est de Anthropic, qui a généré, enfin pas généré, mais qui a créé son modèle qui s'appelle Claude, et la dernière version Claude V3, qui n'est pas plus tard arrivée lundi. Est-ce qu'on va en parler Et on va en parler. On peut déjà l'utiliser sur AWS. Et pour vous donner une ordre de grandeur, la context window que peut ingérer Claude V3 est de l'ordre de 200 000 tokens. Je vous laisse faire le produit en croix. Pour faire tout ça, pour créer votre première application, ce qu'on vous conseille, et ce qu'on vous conseille fortement, c'est d'utiliser LangChain. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce framework, mais dans les grandes lignes, ça va vous permettre d'orchestrer, comprendre le langage humain et aussi de créer un agent conversationnel facilement. On peut l'utiliser en Python, en Java et aussi en JS. Je vais laisser maintenant la place à Frédéric qui va vous parler un peu plus de la démo, si j'y arrive. Merci Adrien. Ça se trouve, on fait ça et ça capte pas le son. J'espère que c'est bon. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est OK. Alors, on va commencer par quelques questions pour pouvoir adapter un petit peu la démo. Première question, est-ce qu'il y en a qui connaissent Flutter en première question? Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait du Flutter? Il y en a quelques-uns. Cool. C'est trop chaud. On va en parler. Deuxième question, peut-être plus simple, Node.js ou Python dans l'ambiance? Node.js? Python? OK, bon. Aujourd'hui, ça sera un peu de Node.js, mais je pense que ce n'est pas très grave. Et dernier point, le LangChain. Donc, on a parlé de LangChain. Est-ce qu'il y en a déjà certains d'entre vous qui ont essayé LangChain? Quelques-uns. Super. Sinon, rien à voir, qui suit la Formule 1? Merci. Qui suit la Formule 1? Ah, OK. Alors, on va introduire un petit peu ce qu'on voulait faire aujourd'hui avec Adrien. Adrien, il est fan de sport. Je suis fan de Flutter, de Generative AI et aussi de Formule 1. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui pour avoir un use case sur la Formule 1. Donc, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de faire un assistant virtuel plutôt orienté sport, plutôt orienté Formule 1, pour essayer de se dire, avec un LLM, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour notre use case assistant Formule 1. Donc, pour faire un assistant, justement, j'essaie de rebondir, il faut plusieurs caractéristiques. Donc, la première, c'est la mémoire. La mémoire, il va falloir déjà qu'il sache ce que c'est que la Formule 1, et quand on va poser une question au LLM, on aimerait bien qu'il se rappelle des questions qu'on lui a faites juste avant. On va faire qui a gagné le Grand Prix, qui finit second. Il faut qu'il se rappelle que c'est au sujet de la Formule 1. Donc ça va être cette fameuse mémoire. L'expérience utilisateur fluide, vous avez tous interagi avec un chat. On n'a pas forcément envie d'attendre les 30 secondes de réponse. On a envie d'avoir une réponse progressive, streamée sur l'interface afin de pouvoir potentiellement interrompre la réponse ou bien déjà avoir une réponse en pseudo-temps réel. Donc ça, c'est la deuxième contrainte qu'on va faire sur notre assistant. La troisième, c'est mes données. Comme on le sait, un LLM, il a été entraîné avec un certain nombre de données. Donc Adrien a dit que ça venait d'Internet et tout ça, mais ça s'est arrêté à une certaine période de temps.
Donc malheureusement, le Grand Prix de Formule 1 qu'on a eu la semaine dernière, donc samedi, je doute que le dernier LLM l'ait déjà dans sa mémoire. Et donc là, qu'est-ce qu'on se dit pour notre assistant de sport? On va bien devoir trouver une solution pour pouvoir savoir qui a gagné ce fameux Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a qui le savent, mais on le saura tout à l'heure. Dernière question, ce qu'on voudrait faire sur notre assistant, c'est bien beau de poser des questions à son assistant, mais on aimerait que notre assistant puisse sortir un petit peu de son domaine de chat et être capable de réaliser des workflows, des actions un petit peu plus évoluées. Donc on verra par exemple, on va poser une question, mais en fonction de la question qu'on va poser, on va lui demander de générer une tâche qui est associée à la question précédente. Et donc l'idée, c'est d'avoir des agents, entre guillemets, qui vont être capables de coordonner les différentes actions qu'on va faire et être capables donc de réaliser un workflow complet. Donc ça, c'est l'objectif qu'on va essayer de se donner dans les 20 minutes qui nous restent. Et donc, pour les fondations, donc on va partir sur le laptop que vous avez devant moi. On va partir sur un smartphone donc qui sera en mode simulateur pour pouvoir le partager avec vous. On aura donc Amazon Bedrock qui est notre solution. Donc c'est vraiment une solution sans serveur où vous, en tant que développeur, vous appelez tous les larges langages modèles via une API simple ou un SDK. Donc soit du REST, soit tous les SDK dont on a parlé, du Go, du Java, du Node.js, tout ce que vous voulez. Et pour finir, donc on va orchestrer tout ça, on va simplifier l'intégration de notre développement grâce à LangChain. Alors, je sais qu'il y a une autre aussi présentation de LangChain aujourd'hui. On essaiera d'aller vraiment dans les fonctionnalités vraiment high level, mais ce n'est vraiment pas l'objectif principal de la présentation. Donc là, on va démarrer l'étape numéro 1. Donc là, je vais me mettre au clavier. Donc on va essayer de faire une démo live. Donc ce que je vous présente, juste en introduction, ce n'est pas un produit. On est vraiment entre développeurs, on essaie de faire un prototype, donc ça peut fail, hein, on va essayer de le faire. Et autre point, on est sur des LLM. Donc le petit point aussi qu'il faut savoir sur les LLM, c'est qu'on va poser 2 fois la même question LLM, on va avoir des fois des ajustements sur la réponse. Donc là, je vous fais une démo, je ne peux pas prévoir exactement ce que j'aurai en termes de réponse. Donc on va le découvrir ensemble. J'ai un backup slide si jamais ça ne va pas, mais on va quand même essayer de jouer ça en live. Donc on est parti. Hop. Donc là, au départ, ce que je voulais vous montrer, c'était quand même Flutter. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Flutter, Flutter, ça permet avec un simple langage qui est du Dart, donc c'est un langage open source de Google, de pouvoir justement générer des applis cross-platform. Donc quand je dis cross-platform, c'est on va générer une appli, vous le voyez sur la droite, de l'iOS. Au milieu, on a une appli macOS. Et j'aurais pu mettre, mais mon écran était trop petit, du web, de l'Android ou toute autre plateforme. Donc ça, c'est vraiment le côté qui est vraiment cool quand on développe avec du Flutter. Et le côté aussi qui est vraiment intéressant, c'est que quand on fait du Flutter, on a vraiment une expérience développeur qui est vraiment fluide. C'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir, donc on va le voir ici, on peut modifier du code en live. Hop, hop. Donc là, je fais juste un save. Et vous voyez que j'ai juste fait save dans mon interface et on voit que le titre de mon interface a changé. Donc là, vous, en tant que développeur, vous codez, vous avez votre simulateur à côté, vous sauvez et directement, on a quelque chose qui change. On veut changer la couleur. Je vais faire du red. Hop, je sauve et j'ai mon interface qui est changée. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool pour pouvoir développer. On peut faire les choses vraiment très rapidement et très facilement. Donc ça, c'était la première étape, le côté Flutter. La deuxième, c'est qu'il faut qu'on fasse un assistant. Donc, comme vous l'avez vu, l'objectif qu'on voulait se donner, donc c'est ces petites interfaces qui sont assez simples, où sur le bas de l'interface, on va avoir l'interface qui va nous permettre de faire ce fameux prompt d'interaction avec le LLM, et sur la partie haute, on va avoir l'historique de notre conversation. Et pendant cette présentation, on va essayer justement d'enlever un petit peu les problématiques qu'on a eues sur la mémoire, sur le streaming, sur l'historique et les différentes actions qu'on voulait faire à notre LLM. Donc là, la première étape qu'on va avoir sur notre interface, c'est qu'on va lui demander une question simple. Donc, on va lui demander, on est sur la Formule 1, donc on va lui demander qui est Max Verstappen. Et donc là, hop, donc là il devrait chercher. Et donc là, on est sur un mode que vous allez voir, donc il prend un certain temps à répondre. Et ce que vous avez vu, donc on a une réponse. Il nous parle de 2021, de 2016, donc il n'y a pas d'infos encore sur le Grand Prix 2024. Et ce qu'on a vu également, c'est que toute la réponse elle a été donnée en un seul bloc. Donc là, on est sur une interface qui a été non streamée. Et donc le LLM a pris le prompt d'entrée et a généré des tokens de sortie qui se sont affichés
en un seul coup. Donc là, c'était la première fonctionnalité basique de notre LLM, c'est faire du prompt engineering, enfin, question-réponse. On lui pose une question et il va répondre. Ce qui est important de voir aussi, c'est que ce fameux LLM, on peut faire plus de choses. Et comme l'a dit Adrien, on a Claude 3 qui vient de sortir, donc pas plus tard que lundi. Et avec Claude 3, on est capable de faire de la vision. Donc là, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'on va être capable justement de montrer une image donc, de Formule 1. Donc là, vous devriez avoir une petite image de Formule 1. Donc je ne sais pas si vous voyez, c'est le départ du Grand Prix de Bahreïn. Donc c'est un Grand Prix qui a eu lieu donc, ce week-end de nuit. Et on va demander un petit peu au LLM qu'est-ce qu'il voit sur cette image. Donc là, on va lui demander, donne, moi, une description détaillée, de l'image. Excusez-moi, je ne suis pas rapide. L'image, Donc là, il devrait, si tout va bien, il devrait nous décrire ce qu'il a vu dans l'image. Donc ça prend toujours un petit peu de temps. Il y a l'upload de l'image dans le modèle et on voit un résultat. Donc ça tombe bien pour le moment. Je ne sais pas si je ne l'ai pas encore lu. Moment captivant d'une course de nuit. Donc il a détecté que c'était une course. Je n'ai rien dit sur le sujet. Premier plan et vitesse spectaculaire, nocturne, captivant, sport de haut niveau. Donc on a une réponse quand même qui est pas trop mal, on va dire, qui est plutôt bluffante de mon point de vue. Donc là, première étape, on lui a posé des questions, il a répondu de manière synchrone, on lui a montré une image, et maintenant on va quand même savoir qui est-ce qui a gagné ce fameux Grand Prix de Formule 1. Donc on va lui demander, donc qui a gagné le GP de F1 de Bahreïn, Bahreïn, ça s'écrit comme ça, en 2024. Et donc là, qu'est-ce qu'il va nous répondre? Ben voilà, il ne sait pas. Donc là, on a un super LLM, on a le dernier LLM qui vient de sortir, et malheureusement, il ne sait pas ce qui s'est passé le week-end dernier. Donc là, en tant que développeur, on voulait faire une appli d'assistant de sport, mais on ne peut pas. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver des solutions. On va revenir au slide. Et on va essayer d'introduire une notion qui va permettre justement de donner de la mémoire à notre LLM. Donc on va essayer d'ajouter votre propre base de connaissances. C'est-à-dire qu'on va avoir notre LLM et on va lui mettre une solution, donc on va l'aider avec des outils pour être capable de puiser dans une base de données externe pour qu'il puisse justement chercher la bonne réponse. Et donc là, on va faire un petit peu de théorie. Donc en termes d'architecture, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déporter un petit peu notre architecture. Donc la première partie de la démonstration, on était uniquement sur une application mobile. Et donc là, maintenant, dans l'architecture, on va venir rajouter des éléments côté back-end. Donc notre serveur Node.js qui va interagir avec Bedrock. Et pour tout ce qui est streaming, on va utiliser du server-side event, donc du streaming du serveur vers l'application, qui va permettre justement de ramener tous les petits bouts qu'a récupéré le LLM en temps réel et de venir le streamer en temps réel sur la partie application mobile. Donc ça, c'est la partie architecture. Et pour expliquer un petit peu ce que c'est que ce contexte, cette problématique justement de base de données, on utilise quelque chose qui est maintenant assez connu depuis quelques mois, qui est le système de Retrieval Augmented Generation. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans une première partie de l'algorithme, on va prendre les documents du dessus, donc les documents donc dans l'étape 0, donc c'est le PDF ou le site web du Grand Prix de Bahreïn de 2024. On va venir couper le document PDF ou le document HTML en petits bouts, donc des bouts de 2000, 3000 caractères, et on va calculer, comme l'a dit Adrien tout à l'heure, on va venir calculer l'image numérique du texte pour essayer de donner du sens à la phrase qu'on a ingérée. Donc ça s'appelle la phase d'embedding, et tout ça, à la fin, on va venir le mettre dans une base de vecteurs. Donc on a plein de bases de données vectorielles qui existent. On peut avoir de l'OpenSearch serverless, on peut avoir du Pinecone, on peut avoir du Redis. Donc il y a énormément de bases de données qui permettent justement de sauvegarder nos vecteurs. Et quand on va faire notre démonstration, donc pour poser cette fameuse question de qui a gagné le Grand Prix en ingérant un fichier PDF, on va dans l'étape 1, donc on voit ici, poser notre question à notre LLM. Ce LLM va aller rechercher dans la base de données, à partir de la phrase qu'il a vue,
le matching entre la phrase et les documents qui sont dans la base de données. Et à la fin, donc, le LLM va être capable, en fonction des documents qui sont retournés par le LLM, être capable de générer quelque chose qui a du sens avec justement cette fameuse réponse de qui a gagné le Grand Prix. Donc ça, c'est vraiment important. Ces architectures Retrieval Augmented Generation, c'est vraiment ce qui permet de pallier la problématique des 100K vecteurs, 200K vecteurs, parce qu'à la fin, comme disait Adrien, on peut mettre 217 pages, on peut mettre 417 pages, on pourra peut-être mettre 1000 pages ou 5000 pages, mais au bout d'un moment, on ne peut pas tout mettre dans cette fameuse context window. Donc on est forcément, pour le moment en tout cas, obligé d'avoir une base de données externe, justement, pour pouvoir justement sauvegarder ces informations spécifiques. Donc là, c'était pour la partie, théorique. On va essayer de retourner un petit peu à la partie code. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de modifier deux choses au niveau du code. Hop, vous voyez mon code. Hop, on va essayer de modifier donc au niveau. Donc là, on voyait, je ne sais pas si vous arrivez à voir à peu près, je vais essayer de zoomer un petit peu ici. Voilà. Donc là, on était uniquement sur une API Bedrock qu'on avait développée en interne. Donc cette API Bedrock était en Flutter et elle appelait uniquement des API REST directement sur l'interface Bedrock. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va juste changer. Donc en Flutter, comme tout autre langage, on a la possibilité justement grâce aux interfaces de pouvoir facilement passer d'une solution à une autre. Et donc là, avec une petite ligne de code, je passe d'une solution locale à une solution avec un serveur. Donc là, je vais sauver côté mobile. Donc là, je vais juste relancer mon assistant. Je vais peut-être, pour être sûr que je suis sur le bon, je vais me mettre ici. Je vais aussi changer le texte qu'on avait tout à l'heure, qui était ici, pour être sûr que je suis sur la bonne interface. Voilà, donc on est sur le bon assistant. On est sur le bon assistant. Ouais, je peux faire un petit zoom. Attendez, hop. Ah, mais là, j'ai déconnecté mon... Hop. C'est de live macOS. Je pense que j'ai déconnecté mon... On va le relancer, je suis désolé. Ouais, je zoome un petit peu. Est-ce que vous voyez là? Hop. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai uniquement donc, changé mon assistant sur la partie serveur. Je suis en train de relancer mon assistant, je pense que c'est bon, il est relancé. Et sur la partie serveur, donc là c'est pareil, ce que je vais vous montrer sur la partie serveur. Donc on a un simple serveur Node.js, donc là je vais pouvoir zoomer également. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a un simple serveur Node.js, donc Express, que vous voyez ici sur la partie du haut. Donc vous devez être assez familier avec ces serveurs Express. On va avoir donc une interface streaming, donc comme on a vu tout à l'heure, ce fameux SSE qui va renvoyer les informations du serveur vers le mobile, et l'interface donc qui va prendre les différents calls de l'application mobile, donc ces fameuses méthodes POST, qui va prendre l'entrée textuelle qui est envoyée par l'interface mobile, et potentiellement aussi un fichier PDF qui va contenir les informations de ce fameux Grand Prix de Formule 1. Donc là, on va partir sur la partie démo. Donc là, on a sur ce côté-là, on va lancer l'application. Donc on lance l'application. On va lui ajouter donc le document PDF. Donc là, on a le Formule 1 récap de Bahreïn. Donc on a un fichier PDF qu'on va voir ici. Donc ce fichier PDF, comme vous le voyez, on a le fichier PDF où on a un document qui est en anglais, donc qui fait plusieurs pages en PDF. Donc ça, c'est Adrien qui a fait un petit résumé du Grand Prix en PDF. Et donc justement, à partir de ce document, on va demander à notre modèle en français, donc on lui demande en français sur un document en anglais, qui a gagné le Grand Prix de Formule 1. Donc là, on va lui demander, hop, hop. L'idée, c'est de se projeter. Aujourd'hui, c'est un PDF qui est un article de sport, mais demain, enfin pour vous, ça peut être aussi, je ne sais pas, des notes que vous avez prises lors d'une formation, ça peut être des données d'entreprise comme des processus pour aller, je ne sais pas, comment on obtient des jours de congé, quel est le process à suivre. Là, et du coup, je te laisse, Frédéric. Non, mais merci. Donc là, ce que vous avez vu, c'est qu'on a eu la réponse. Donc là, on a enfin la réponse de savoir que Max Verstappen a encore gagné le Grand Prix comme en 2023. Donc on n'a pas forcément toujours besoin d'avoir un LLM pour avoir cette réponse. Mais on a vu donc qu'on a streamé le résultat avec justement les informations qui venaient du fichier PDF. Est-ce qu'il y a la mémoire aussi? Là, on n'a pas mis la mémoire dans ce use case, mais on aurait pu en effet, je vais le montrer un petit peu dans le code, via LangChain, on va être capable aussi de mémoriser un petit peu les questions qui ont été mises en amont, et donc en fonction de la question, pouvoir justement rebondir sur la question précédente. Donc là, c'était la première question, et on peut potentiellement demander d'autres choses, hein, donc on va lui demander,
peux-tu me faire un résumé du Grand Prix? Peux-tu me faire un résumé du Grand Prix? Et donc là, hop, il va continuer normalement à être capable de nous faire un résumé sur le Grand Prix. Donc là, c'est vraiment le LLM tout seul. Il va chercher ses documents dans la base documentaire qui est extraite du PDF et lui-même, il est capable de générer son propre résumé sur le PDF qu'il a eu en entrée. Et on peut aller encore plus loin. Là, on a juste demandé un simple résumé, mais on peut lui demander de générer comment expliquer ce Grand Prix à un enfant de 5 ans, ou pouvoir se comporter comme un journaliste sportif. À vous de créer votre propre assistant sur votre propre compte. Alors là, il s'est basé sur le Grand Prix de 2023. Ah oui, ouais, parce que j'ai pas remis le fichier. Donc là, on a eu le résumé 2023, mais bon. OK. Donc là, c'était les premières étapes qu'on voulait vous montrer. Donc on a été capable justement donc, de vous montrer les étapes de résumé, ce qu'on peut retenir. Donc là, ce qui est important, c'est voir comment c'est simple en termes de développement. Donc en termes de développement, ça va être l'étape au niveau de LangChain pour être capable justement d'indexer les documents. Donc vous voyez, en quelques lignes de code, on va être capable, de charger le document. Donc dans LangChain, on va avoir des propriétés, des fichiers, des méthodes qui vont être capables de charger facilement un fichier, le PDF loader. On va être capable justement de faire la méthode d'embending, donc de calculer les nombres à partir des textes. Donc là, c'est la ligne que vous voyez sur le Bedrock comme embending, qui est, hop, mon truc ne marche pas, ici, voilà. On va être capable de découper facilement avec le text splitter et à la fin, on va mettre à disposition les documents dans une base de données vectorielle qu'on a mis en mémoire. On est sur un prototype, donc on peut se permettre de sauvegarder les informations en mémoire sur le serveur. Donc ça, c'était la première étape sur le code à retenir. Les deuxièmes choses, c'est justement, on parlait de mémoire tout à l'heure. Donc là, sur LangChain, on va être capable facilement d'instancier un modèle. Et donc, vous voyez, l'intérêt de Bedrock, c'est que là, on a utilisé Claude V2 en termes de modèle pour répondre à cette problématique de chat. Un nouveau modèle va arriver, donc par exemple Claude V3 qui est arrivé, où on a envie d'essayer un autre modèle comme Anthropic ou AI21 par exemple. On a simplement, avec Bedrock, on change le modèle ID. Et à partir de ça, on va pouvoir simplement essayer un nouveau modèle qui peut être plus pertinent, plus rapide, ou avoir des capacités de reasoning meilleures. Et donc, ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est qu'on est LangChain, il y a le mot chain à l'intérieur, et donc on va être capable d'avoir un pipe d'informations qui vont venir se cascader les unes après les autres. Et donc, c'est ce qu'on voit sur le chain prompt.pipe modèle, c'est-à-dire que le modèle va venir prendre en compte, en entrée, le prompt qu'on lui a mis en entrée. Et la dernière ligne, c'est le chain with history. Donc, tu me demandais, Adrien, tout à l'heure, si notre modèle pouvait avoir de la mémoire. Facilement, avec LangChain, on va être capable de générer une mémoire pour justement le chat qu'on va développer avec LangChain. On va peut-être prendre des questions après, mais là, le temps. La dernière étape, c'est qu'une fois qu'on a créé le retriever, on a créé la chaîne. La dernière étape, c'est d'appeler cette chaîne et être capable de streamer le résultat sur l'interface mobile. Et donc, vous le voyez, ça se fait de manière très simple. On récupère le fichier. Première ligne, file, retriever, donc on va récupérer le fichier. On va streamer le résultat, donc on lui a mis son domaine du sport. Et la dernière ligne, on va envoyer les chunks, donc les petits bouts renvoyés par le LLM, on vient les streamer sur l'application mobile à travers le server-side event qu'on a créé au niveau du serveur. Donc là, c'était la deuxième étape de notre démo, avant de rentrer justement sur la dernière étape qui va être les agents. Donc là, première étape, on était tout seul au niveau de notre smartphone. Deuxième étape, on a pris un serveur, on a été capable, grâce au serveur et au RAG, au Retrieval Augmented Generation, de venir ajouter une base de données à notre LLM. Par contre, là, le LLM, il est encore tout seul dans son monde, il n'est pas capable de communiquer avec, je ne sais pas, un site web, envoyer des emails et ce genre de choses. Il est vraiment tout seul. Et donc, l'objectif maintenant, c'est avec les agents, c'est comment on va être capable de coordonner tout ça. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est que je vais partir sur la démo, mais on va d'abord faire le contraire, c'est que je vais vous expliquer comment ça marche et on finira par la démo. Il nous reste peu de temps. Donc, pour simplifier, on a notre agent, il va avoir besoin d'un certain nombre d'outils pour être capable de raisonner. Et comme disait Adrien tout à l'heure, la méthode de prompting a beaucoup évolué ces derniers mois. Et il y a une nouvelle méthode qui s'appelle Reason and Act, qui va faire qu'en fonction du prompting qu'on va faire à notre LLM, il va être capable d'avoir une notion de raisonnement. C'est-à-dire qu'il va être capable de comprendre une phrase, de la découper en actions et être capable de scheduler les différentes actions en fonction du détail
qu'il a estimé faire. Et donc, l'objectif qu'on va avoir, c'est notre agent, vous allez être capable de créer vos propres outils, donc potentiellement vos propres outils ou services que vous avez déjà dans l'entreprise. Nous, par exemple, chez AWS, on a un service qui s'appelle Amazon Translate qui permet de faire de la traduction. Donc ce service, pourquoi on ne le mettrait pas à disposition de notre LLM? Donc ce qu'on fait dans ces cas-là, on crée un nouvel outil qu'on donne à notre agent, on vient packager notre service AWS Translate, on fait juste un wrapper pour lui dire c'est un tools LangChain, et automatiquement, notre agent il va être capable d'utiliser dans sa base d'outils la traduction. Donc ça, c'est vraiment le concept des agents. Et un petit exemple, alors si on peut zoomer un petit peu, c'est juste un exemple de prompt. Donc tout ça pour dire que le prompt, c'est quand même un petit peu le nerf de la guerre, de bien maîtriser le prompt engineering. C'est qu'on va voir qu'on lui explique justement par ce prompt avec des règles. Donc là, en fonction des LLM, le prompt peut être un peu différent. Nous, on est parti sur du Claude 2, et le Claude est très friand du XML. Et donc, en mettant des balises, comme vous voyez, rules ou exemple, ça va guider notre LLM à justement être capable de raisonner. On peut essayer de zoomer. Là, ça va être difficile parce que je suis sur le PowerPoint, je ne peux pas trop zoomer. Donc ça, c'est pour la partie vraiment reason and act et être capable justement d'avoir le bon prompt engineering. La deuxième partie, c'est, comme on l'a dit avec Amazon Translate ou tout autre outil, c'est est-ce que c'est compliqué de créer votre propre outil? Et donc là, on le voit, ça tient sur deux lignes de slide. Rien qu'avec ces lignes, on va être capable de dire je crée un dynamic tool, on va lui dire le nom de son service et sa description. Donc le nom, ce n'est pas forcément intéressant, mais ce qui est très important, c'est la description de l'outil. C'est là que le LM va savoir, j'ai un prompt, quel outil je dois utiliser. Et donc la description que vous allez mettre de cet outil va permettre au LLM de choisir le bon outil en fonction du prompt qu'il a reçu en entrée. Et donc cette description que vous voyez ici, input should be a valid JSON string with email, title and body. Ce qui est important, c'est qu'on lui dit non seulement il faut qu'il utilise le service email, mais on va également lui dire que le format d'interface d'entrée, c'est du JSON, et que ce format d'interface, il a trois attributs, l'email, le titre et le body. Et c'est là qu'il va être capable de faire le matching entre la requête qu'il va formater et le service donc asynchrone qu'on va appeler juste après, avec les trois paramètres qui sont requis en entrée de la fonction qu'on veut appeler. Par exemple, on est une entreprise et je veux savoir combien il me reste dans mon entrepôt un certain nombre de vêtements, par exemple. Eh bien, on peut aussi créer un outil qui permet d'aller dans votre stock et de pouvoir vous dire directement la réponse. Exactement. C'est un autre exemple d'agent. On a parlé de mail, on a parlé de traduction, mais on peut aller encore plus loin. Donc là, pareil, en termes de code, le plus simple, c'est en 3 lignes, enfin en un slide encore, on va être capable justement de créer votre agent. Donc vous voyez sur la partie haute, on va créer un agent, et les 3 paramètres de l'agent, c'est le modèle qu'on va utiliser. Le deuxième, c'est les outils qu'on va lui donner. Et le troisième paramètre, c'est le prompt d'entrée que vous allez pouvoir mettre, donc la question. Envoie un email avec une photo en attaché. Donc ça, c'est le prompt, et à partir de ça, il va se débrouiller. Et donc, l'agent exécuteur, il prend ses paramètres, et comme d'habitude, il va invoquer le modèle, ou streamer le résultat, sur la réponse. Donc vous voyez, en un slide, on arrive facilement à implémenter la fonction d'agent et de streaming. Et sur la partie droite, ce qu'on voit justement, c'est les différents outils qu'on a mis à disposition de notre LLM. Donc on ne peut pas non plus en mettre 10 000 parce qu'après il va être un petit peu perdu sur ce qu'il va devoir trouver. Mais si on reste raisonnable sur une dizaine de tools associés à notre LLM, il va être capable de trouver le bon outil en fonction du use case qu'il veut trouver. Donc là, c'était la petite démo, mais je pense qu'on ne va pas avoir le temps. Et le plus essentiel, c'est que vous voyez un petit peu l'architecture qu'on pourrait avoir. Mais là, l'idée, c'est qu'on peut faire une petite vidéo de la démonstration. Donc là, l'idée, c'était qu'on allait mettre à disposition donc, de notre interface un certain nombre d'outils. Donc là, on choisissait un petit peu l'email, Wikipédia, traduction. On allait justement poser la question à notre LLM, envoie un email, qui est Mark Verstappen, répond en anglais. Et donc, il était capable d'enchaîner la traduction, la recherche et l'envoi d'email à travers l'agent, et donc on obtenait justement la réponse donc, qui était ici avec la réponse du Grand Prix, et il mettait justement sur la droite les différents services qu'il avait utilisés pour exécuter le workflow qu'il avait déduit du prompt. Je peux passer les slides si tu veux. Yes. Et donc là, on recevait bien entendu le mail, il faut nous faire confiance, mais c'est ce qui devait se passer. Hop. Comme ça, on va essayer d'aller vite. Ouais. Du coup, en introduction, je disais que ça pouvait être intéressant aussi pour vous de vous donner une visibilité de à quoi peut ressembler une architecture finale. Donc l'idée, c'est comme on l'a décrit pour
Pour le prototype, on a toute la partie user interface. Donc là, évidemment, on met en avant beaucoup de services AWS. Mais l'idée, c'est que on a la partie WebSocket. Pour l'entreprise, ce qu'elle a besoin, c'est toute une partie d'authentification, que ce soit avec un service comme Amazon Cognito ou avec son propre outil, comme Okta par exemple. Et l'idée, c'est qu'on a ensuite la partie modèle interface qui communique directement avec des modèles que vous avez potentiellement vous-même générés ou via Amazon Bedrock et des agents. Enfin, du coup, c'est à vous de jouer. Voici 2 QR codes qu'on vous propose. Le premier est un blog sur tout ce que Frédéric a pu vous conter durant les 20 dernières minutes. Et le second est un workshop directement que vous pouvez tester chez vous. C'est un tutoriel que vous pouvez faire avec votre compte AWS. Je vous laisse tranquillement avec votre smartphone pour prendre en photo ou demander à votre voisin, mais gardez votre smartphone à côté parce que chez nous, on dit souvent « feedback is a gift ». Donc si vous pouvez prendre 2 minutes le temps de la transition pour remplir ce LLM, non, pour remplir ce questionnaire, c'est juste pour nous aider aussi à améliorer nos sessions dans le futur. En tout cas, encore un grand merci pour l'équipe de DEF CON pour nous avoir invités et j'espère à bientôt.